Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara pourrait proposer au Parlement des modifications de la Constitution. Le chef de l'État ivoirien a assuré qu'il ne s'agirait pas d'éliminer ses adversaires de la course à la présidentielle. En Libye, les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar se sont emparées de la ville de Sirte, portant un coup dur à leurs rivaux dans un contexte régional tendu après l'annonce par la Turquie de déploiement de troupes. Et puis en Éthiopie, les difficultés en énergie électrique persistent. Le pays attend la fin des travaux de construction du barrage de la Renaissance pour bénéficier de 6000 MW. Mais le projet divise l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il pourrait proposer au Parlement des modifications de la Constitution. Le chef de l'État ivoirien a assuré qu'il ne s'agirait pas d'éliminer qui que ce soit de la course à la présidentielle d'octobre 2020. Les détails. La Constitution ivoirienne pourrait connaître une nouvelle modification avant la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2020. Lundi, lors de la présentation des vœux de Nouvel An de la Nation au président Alassane Ouattara, celui-ci a laissé entendre qu'il pourrait proposer au Parlement, dans le courant du premier trimestre de l'année 2020, des modifications de la Constitution pour la rendre plus cohérente, pour consolider davantage l'état de droit et rapprocher les institutions des Ivoiriens. Le chef de l'État n'a pas donné davantage de précisions sur les modifications constitutionnelles envisagées, mais il a assuré qu'il ne s'agirait pas d'éliminer qui que ce soit de la course à la présidentielle d'octobre 2020. L'opposition a mis en garde le pouvoir contre une réforme constitutionnelle qui limiterait l'âge des candidats, ce qui pourrait avoir pour effet d'éliminer de la course ses rivaux historiques, les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Le chef de l'État entretient le mystère sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. Il a annoncé qu'il serait candidat si Bédié et Gbagbo se présentaient. Le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire à 10 mois de la présidentielle, qui se tiendra 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts. En Guinée, l'opposition maintient la pression contre la volonté prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Lundi, elle était une fois encore dans la rue lors de manifestations à travers le pays. Au même moment, le chef de l'État promettait des lendemains radieux à ses partisans en effectuant une visite en province. Voici les images. Non à une troisième constitution, non à un troisième mandat pour Alpha Condé, pouvait-on lire sur des banderoles déployées dans un cortège de milliers de manifestants vêtus de rouge en signe de colère qui a défilé dans Conakry. Les principaux opposants guinéens, dont les ex-premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, ont pris part à cette marche organisée par le Front National pour la défense de la Constitution. La marche de l'ultimatum, c'est parce que nous avons beaucoup marché dans ces pays pour dire à M. Alpha Condé qu'on ne veut pas sa constitution. Une constitution taillée sur mesure qu'on ne veut pas. Nous ne sommes pas fatigués, nous sommes toujours déterminés jusqu'au bout parce qu'on a enregistré plus de 25 morts dans le rang de FNDC tirés à boule portant par les loupards de Alpha Condé. Maintenant, nous sommes toujours debout, nous sommes une et indivisibles. Le pouvoir ne veut pas changer d'avis. Donc nous allons tout faire pour faire changer ce pouvoir, pour faire changer, n'est-ce pas, la stratégie de ce pouvoir, parce qu'il veut coûte que coûte, vaille que vaille, changer la nouvelle constitution, sans, n'est-ce pas, l'autorisation, n'est-ce pas, du peuple de Guinée. Pendant ce temps, le président a effectué une visite dans la ville de Kindia à l'ouest, où la population lui a réservé un accueil chaleureux, a-t-il affirmé sur Twitter. Pour éviter des incidents pendant ce déplacement, une marche de l'opposition a été reportée après l'intervention de responsables locaux, notamment religieux, selon des sources concordantes. Des manifestations ont également eu lieu lundi dans plusieurs villes de pays, dont Labé, Pita, Dalaba, Mamouboké, Dabola, Fria ou Bofa, selon des témoins interrogés par l'agence France Presse et le ministère de la Sécurité. Dans l'est du pays, la situation a dégénéré à Kankan, où des affrontements entre partisans du pouvoir et opposants ont fait au moins 12 blessés, selon des sources sécuritaires et médicales. Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité a fait état d'un blessé. À Kamsa, dans le nord-ouest, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, selon un responsable local du Front national de défense de la démocratie, Alpha Diallo.
Au Zimbabwe, l'épouse du vice-président Constantino Chiwanga, poursuivie pour tentative d'assassinat de son mari, fraude et blanchiment d'argent, a été libérée sous caution. C'était hier lundi à Harare, après 3 semaines de détention provisoire. Des précisions à travers ces images. L'épouse du vice-président zimbabwéen Constantino Chiwanga a été libérée sous caution lundi à Harare, après 3 semaines de détention provisoire. Ancien mannequin, reconverti en femme d'affaires, Mary Mubaiwa avait été arrêtée le 16 décembre dernier. Lundi, la Haute Cour d'Harare a ordonné sa libération contre versement d'une caution de $50 000 zimbabwéens, soit l'équivalent de 2 500 €, la confiscation de son passeport et l'obligation de pointer 2 fois par semaine au poste de police. Selon un document de la Commission anticorruption, elle est accusée de fraude et blanchiment d'argent pour avoir transféré en 2018 et 2019 environ $1 million américains de ses comptes du Zimbabwe vers des banques sud-africaines en cachant ou en maquillant leur véritable utilisation en violation du contrôle d'échange. Selon l'acte d'accusation, elle est également soupçonnée de tentative d'assassinat de son mari pour avoir retiré en juillet 2019 un cathéter et une perfusion du bras du général Chiwanga, à l'époque hospitalisé en Afrique du Sud. La prochaine comparution de Mary Mubaiwa est prévue le 14 janvier prochain, mais la date de son procès n'a pas encore été rendue publique. En Libye, les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar se sont emparées lundi de la ville de Sirte, portant un coup dur aux forces rivales. Ceci dans un contexte régional tendu après l'annonce par la Turquie d'envoi de troupes en Libye. Les forces pro-Haftar sont entrées dans Sirte quasiment sans combat. La perte de Sirte représente un sérieux revers pour le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, dont les forces contrôlaient la ville depuis 2016, quand elle en avait chassé le groupe État islamique après plusieurs mois de combat. Ville côtière située à 450 km à l'est de la capitale libyenne, Sirte a été totalement libérée, a annoncé le porte-parole des forces pro-Haftar lors d'une conférence de presse à Benghazi. Les forces pro-Haftar sont entrées dans Sirte quasiment sans combat. L'opération militaire annoncée plus tôt par les pro-Haftar n'a duré finalement que 3 heures. Plusieurs combattants pro-GNA ont été faits prisonniers et leurs équipements saisis, alors que d'autres se sont enfuis, selon les forces pro-Haftar. Le GNA n'a pas réagi jusqu'ici à ce revers, mais un commandant militaire pro-GNA qui était dans Sirte a confirmé sous couvert d'anonymat la perte de la ville et le retrait de leurs forces hors de Sirte. Il a dénoncé une trahison d'un groupe armé salafiste qui a changé de camp lors de l'entrée des forces de Haftar. En septembre, 2 combattants ont été tués dans des raids aériens des forces pro-Haftar contre des troupes loyales au GNA à Sirte. Le maréchal Haftar, qui tente depuis le 4 avril de s'emparer de Tripoli, avait déjà donné un ultimatum aux combattants de Misrata qui composent l'essentiel des forces du GNA pour se retirer de Tripoli et de Sirte. Il a annoncé aussi vendredi la mobilisation générale et le djihad contre une intervention militaire turque en Libye en soutien au GNA. Une explosion sur un marché bondé au niveau d'un pont le long de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun a fait au moins 9 morts lundi. D'après une source militaire, 26 personnes ont été également blessées, dont 21 Nigérians et 5 Camerounais. Reportage. L'explosion a retenti dans l'après-midi sur le côté nigérian du pont Beid qui sépare la ville de Ngala, Gambourou au Nigeria et Fotokol au Cameroun. 9 personnes ont été tuées selon un premier bilan, toutes sont nigérianes, d'après un officier de l'armée nigériane sous couvert d'anonymat. 26 personnes ont en outre été blessées, dont 21 Nigérians et 5 Camerounais, a indiqué l'officier. Le ministère camerounais de la Défense a précisé dans un communiqué mardi matin que les blessés avaient été évacués vers des hôpitaux après l'incident tragique. Le gouvernement camerounais a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une attaque djihadiste dans cette région en proie aux violences des groupes Boko Haram et ISWAP. Les premiers éléments de l'enquête et les témoignages des survivants prouvent avec certitude qu'il ne s'agissait pas d'un attentat suicide, affirme le communiqué camerounais. Mais les combattants djihadistes continuent de mener des attaques sporadiques dans la zone.
Boko Haram est né au Nigeria et les combats entre le groupe et l'armée ont fait au moins 35 000 morts depuis 2009 et se sont propagés au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Cette dernière semaine, le Tchad a été confronté à plusieurs attaques meurtrières du groupe djihadiste. Mi-décembre, 14 personnes ont été tuées et 13 portées disparues dans un village de pêcheurs situé sur le pourtour du lac. Le Cameroun fait lui aussi face à un regain d'attaques de Boko Haram, selon un rapport d'Amnesty International publié en décembre, qui fait état de 275 personnes, dont 225 civils tués en 2019. En Éthiopie, les difficultés en énergie électrique persistent. Le pays attend la fin des travaux de construction du barrage de la Renaissance pour bénéficier de 6000 mégawatts. Mais le projet divise l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Les détails. Alors que les travaux de construction du grand barrage de la Renaissance sont toujours en cours, l'Éthiopie fait face aux inconvénients de la vie sans électricité. Le barrage devrait commencer à produire de l'électricité d'ici fin 2020 et être complètement opérationnel d'ici 2022. Dans toute l'Éthiopie, les paysans pauvres comme les hommes d'affaires fortunés attendent avec impatience qu'ils commencent à fournir les 6000 mégawatts prévus. Dans le même temps, de dures négociations opposent l'Éthiopie à ses voisins en aval, en particulier l'Égypte, inquiète pour ses ressources en eau. La prochaine rencontre tripartite avec également le Soudan aura lieu les 9 et 10 janvier à Addis Abeba. Le Caire craint que la construction du barrage n'affecte des millions d'Égyptiens qui pourraient manquer d'eau et avoir du mal à se nourrir. Les Éthiopiens œuvrant sur le site du barrage ne cachent pas une certaine irritation à l'idée que l'Égypte devrait montrer plus de considération envers ses voisins. Il n'y a aucune raison que ces pays s'en plaignent, car c'est aussi notre ressource, a affirmé le directeur adjoint du projet. Le Nil bleu, qui prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée. Le Nil fournit 97% des besoins en eau de l'Égypte à quelques 100 millions d'habitants du pays selon les Nations Unies. Le Caire estime avoir des droits historiques sur le fleuve. Depuis que l'Éthiopie a lancé ce projet en 2011, les tensions sont élevées dans le bassin du Nil. Le groupe de réflexion internationale Crisis Group a prévenu en mars que ces pays pourraient être poussés à la guerre. En octobre, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, juste après avoir obtenu le prix Nobel de la paix 2019, avait assuré qu'aucune force ne pouvait empêcher la construction du barrage et averti que des millions de personnes pouvaient être mobilisées pour le défendre si besoin était. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.